Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés et tous ceux qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Da Fresh Morning avec Mosley. On va donc revenir sur ce qui s'est passé hier. Exactement. Et de présenter aussi notre invité ce matin. Exactement. Alors nous, on revient sur le programme pour l'égalité des chances qui a été lancé hier du côté de l'N7 par le président de la République, son excellent Ali Bongo Ndimba. Et c'est l'occasion pour nous également pour essayer de revenir là-dessus, sur cette actualité, de parler évidemment ou de discuter avec... je n'y étais pas malheureusement, parce qu'il faut être honnête, c'est toi qui y étais. Qui veut dire que tu auras... Elle veut montrer qu'elle voilà, genre c'est moi qui y étais, donc ne m'oubliez pas dans la phase d'interrogatoire. Non, le grand, j'avais déjà dit ce matin que j'y étais, donc voilà, je voulais juste que tu dises que tu n'y étais pas. Non, je n'y étais pas, tu sais que j'ai double emploi. Voilà. Alors, donc nous on reçoit un invité ce matin, en la personne de M. Syria Mbouandjami, je crois que j'ai bien prononcé. Voilà, Mbouandjami. Et qui est directeur de cabinet adjoint, notamment en ce qui concerne le cabinet politique de distingués camarades du Parti démocratique gabonais. D'accord, là on parle en termes de distingués camarades, puisqu'on parle de cabinet politique. Exactement, donc on ne parle pas de la présidence de la République évidemment, nous sommes dans le cadre du Parti démocratique gabonais. Et c'est d'autant plus très intéressant pour nous parce que pendant longtemps, on a souvent déploré le fait que le directoire du parti ne vienne pas à nos émissions. Bon, maintenant, tu ne vas plus mal parler. Voilà, je crois qu'il servira quand même de relais pour nous. D'accord. Bon, bonjour, monsieur Syriam Mbouandjami. Alors, donc, de prime abord, la première question qu'on se poserait, quelle a été votre appréciation? Parce qu'on sait que vous y étiez, on a regardé la vidéo. Quelle a été votre appréciation concernant le lancement du programme d'égalité des chances? Très bien, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au cabinet politique du distingué camarade de donner son avis sur ses appréciations sur tout ce qui est fait en termes de politique générale, de l'ensemble des mesures qui sont prises par le distingué camarade qui par ailleurs est chef de l'État. Donc c'est une opportunité, vous savez que Urban FM c'est une plateforme de communication qui aujourd'hui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Merci. Donc je pense que l'écoute des Gabonais de plus en plus s'agrandit de plus en plus dans la mesure où il ne se passe pas un seul instant que les gens vous rapportent ce qu'ils ont entendu, suivi par rapport à la diffusion des programmes de Urban FM. Donc c'est pour nous donc une opportunité que j'aimerais saisir justement pour permettre aux Gabonaises et aux Gabonais de lire avec beaucoup plus de visibilité l'action du chef de l'État à la tête du Gabon depuis son accession à la magistrature suprême. Vous posez donc la question de revenir sur notre impression par rapport au lancement du programme d'égalité des chances. Il faut savoir que ce programme se décline sur 5 axes. Le premier axe, c'est donc l'emploi. Le deuxième axe, c'est l'éducation et la formation. Le troisième axe, c'est l'accès aux soins. Le quatrième axe, les femmes. Et enfin, le combat contre le privilège. Donc, de manière générale, c'est un programme qui va procéder à un changement en profondeur de la société gabonaise. De la société gabonaise, pourquoi ? C'est parce que tout ce qui a été fait dès le départ, donc depuis 2009 jusqu'à maintenant, et nous aurons certainement l'occasion pour cette émission d'y revenir, le dénominateur commun, si vous voulez, le facteur clé de réussite dépend de la mise en place ou encore de la réussite ou de l'efficacité de l'application du programme l'égalité des chances. Vous comprendrez par la suite. Très bien. Vous l'avez pratiquement effleuré lorsque vous disiez qu'il fallait un tout petit peu revenir avec ce qui est fait depuis 2009. Quel parallèle peut-on aujourd'hui tirer entre le programme pour l'égalité des chances et le PSGE, par exemple? Exactement. Donc le programme égalité des chances, comme je vous disais, c'est l'élément fondamental qui va nous permettre d'atteindre la vitesse de croisière de la réalisation. C'est un terme vraiment très très
pédégiste comme Non, pas du tout. C'est pas tout à fait pédégiste. La vitesse de croisière, si vous voulez dire, c'est le plein régime du fonctionnement, n'est-ce pas, de la réalisation, de la matérialisation du projet de société L'Avenir en Confiance, sur la base duquel le chef de l'État avait été élu. Donc il a obtenu la confiance des Gabonais sur la promesse de réaliser le plan stratégique Gabon émergent, donc le PSGE dont vous faisiez allusion. Il faut savoir que donc dans le PSGE, il s'est agi d'abord de la mise en place d'un schéma directeur infrastructurel, c'est-à-dire avec la réalisation de routes dans la mesure où la vision était de relier toutes les provinces à la capitale gabonaise, donc Libreville, pour permettre non seulement la circulation des personnes, mais également l'écoulement des biens et services. Le deuxième axe, ça a été la stratégie nationale d'industrialisation, donc avec la mise en place d'un secteur industriel, et là on parlera du développement de par exemple, entre autres de la zone de Coq, la zone à régime privilégié. Donc à partir de ce moment-là, on a avancé avec la mise en place du plan Gabon Vert, donc c'est l'exemple de Graines, par exemple, qui était un autre projet. Donc je cite de manière générale pour que vous ayez la vue sur l'ensemble de ce qui est fait en ce qui concerne le PSGE. Et ensuite, il y a eu le lancement du pacte social. Et le pacte social avec l'une des concrétisations, c'est la CNAMGS, qui est une réalité vécue par les Gabonais. Ensuite, donc, on termine là avec le programme Égalité des chances, qui, comme je vous disais, est un facteur clé dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, le plan Égalité des chances, dans son dernier axe, dans le 5e axe, lorsqu'on parle du combat contre les privilèges, c'est un exemple que je prends. Le privilège, vous comprenez les limites de ce système, c'est que par exemple, de manière, pour parler en français facile, pour que tout le monde puisse suivre, si vous êtes placé par exemple ici à la radio Urban FM, et que vous avez besoin d'un animateur par exemple, et que vous avez 3 dossiers qui se posent à vous, et parmi les dossiers vous avez un cousin ou un frère proche, mais il s'avère que celui-ci ne remplisse pas les conditions de profil et de compétences. Et malgré tout, vous allez préférer le recruter parce que simplement la dimension familiale va prédominer. C'est bien de le faire parce que vous rendez service à un parent, à un ami. Mais le problème, c'est que 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, eh bien, c'est la radio, Urban FM, qui peut prendre un coup parce que la qualité des services ne sera plus au rendez-vous et l'auditoire que vous avez aujourd'hui ne peut se satisfaire de ce que vous produisez. Donc, à partir de ce moment où vous avez agi en privilégiant le côté social ou la dimension familiale, au détriment de la performance de votre outil de travail. Donc, voilà un exemple, par exemple, qui ferait que la société qui fait, et c'est des exemples comme ça multipliés en 1000 à 2000 dans la société, qui fait que la société gabonaise ou africaine en général n'arrive pas à démarrer. Le président, le distingué camarade que vous représentez, que vous travaillez avec qui vous travaillez aux côtés, depuis un certain moment dans ses expressions, il dit « changeons ensemble ». Ça veut dire qu'il considère que le problème des mentalités est crucial dans notre société. Rentrer dans le programme Égalité des chances veut dire qu'on va investir sur le changement des mentalités. Ne pensez-vous pas qu'on devait commencer par là? Par changer les mentalités des gens, parce que c'est un gros problème et tout le monde le constate ces derniers temps. Oui, effectivement, le président d'entrée de jeu l'a dit, l'ancien président Omar Bongo parlait toujours de changement de mentalité, donc ce n'est pas un débat d'aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que nous avons lancé d'abord le plan stratégique émergent avant de parler aujourd'hui? Pourquoi le président parle aujourd'hui de changement de mentalité aujourd'hui, au dernier moment? C'est parce qu'il fallait, c'est un travail, je vous dis, en profondeur. Et c'est tellement difficile à faire, il y a des efforts à faire, il y a des concessions à faire, ce qui fait qu'il fallait d'abord démontrer pourquoi on va devoir faire ces efforts. Donc il fallait montrer aux Gabonais, développer un certain nombre de choses, je veux dire initier un certain nombre de choses, et maintenant dire que pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, la réalisation complète du schéma, par exemple le schéma directeur d'infrastructure, pour que nous puissions atteindre
la matérialisation complète de la stratégie nationale d'industrialisation. Pour que nous puissions arriver à la mise en place ou encore à la vitesse de croisière, pour revenir à mon terme que vous n'aimez pas trop, le plan Gabon Vert, pour revenir à une concrétisation, pour arriver à une concrétisation ou une matérialisation concrète du pacte social, n'est-ce pas, il faut que nous puissions changer de mentalité. C'est-à-dire, on n'a pas voulu prêcher, le distingué camarade n'a pas voulu prêcher, vous demandez aux Gabonais et aux Gabonaises de faire des efforts sans pour autant leur montrer pourquoi ils sont appelés à faire ces efforts. Nous avons vu le lancement de ces tous. Je vous ai, quand on parle de schéma directeur des infrastructures, tout le monde, tous les Gabonais voient aujourd'hui les routes qui se font, n'est-ce pas? Mais pour que ces routes-là aboutissent, ces projets arrivent à terme, il faut aujourd'hui que nous changions de mentalité dans ce secteur-là. Donc les acteurs qui sont appelés à œuvrer, à intervenir dans ce domaine-là, doivent changer de comportement, de mentalité, par exemple dans la passation des marchés, parce qu'on sait que par ailleurs, les projets de route peuvent connaître des freins importants si jamais il y a la corruption dans le processus, par exemple, d'attribution des marchés. Vous comprenez? Donc, si vous revenez au processus d'industrialisation, ce qui est un pas important, vous savez que notre économie dépendait, on va dire pratiquement 90% des revenus pétroliers, donc de la rente pétrolière. Et il a fallu donc changer, il faut comprendre que l'économie, elle est soit structurelle, elle est soit conjoncturelle. Expliquez un tout petit peu pour voilà, l'économie conjoncturelle, c'est une économie, par exemple, qui dépend des facteurs exogènes, c'est-à-dire que extérieur. Voilà. Si vous avez, par exemple, notre économie dépendait du pétrole, le pétrole que nous, malheureusement, ne transformons pas sur place, nous ne fixons pas les prix. Donc, en fait, c'est d'autres lobbies extérieurs qui nous imposent le prix du pétrole. Donc, en fait, si notre économie est basée sur le pétrole, ça veut dire que nous avons une économie conjoncturelle, parce que ça dépendra de la conjoncture du pétrole. Notre économie se portera bien ou mal en fonction des événements ou encore des forces que nous ne maîtrisons pas, qui viennent de l'extérieur et qui s'imposeront à nous. Et donc, nous subissons de plein fond la conjoncture. Maintenant, l'économie structurelle, c'est celle-là qui dépend d'une structure maîtrisée, organisée, fixée par vous-même. Et là, vous avez donc le besoin de créer des moteurs endogènes, c'est-à-dire intérieurs, qui vous sont propres. D'où les unités de production, de transformation, ce qui ferait que nous avons le contrôle de notre économie. Donc la diversification de l'économie dont on parle, il s'agit de justement développer d'autres entrées, notamment d'autres sources de revenus, avec la transformation par exemple du bois en local. C'est une grande décision qui a fait des malheurs dans le secteur industriel. Vous n'en êtes pas sous-informé d'ailleurs. On est au courant. Les lobbies étrangers, n'est-ce pas, à l'international, se sont jetés dans la bagarre, mais le président de la République a eu le courage, n'est-ce pas, de procéder à ce changement qui est un changement profond, rationnel. Il a pris des risques et le courage politique, n'est-ce pas, pour donner cette impulsion, non seulement au niveau du Gabon, mais également au niveau de l'Afrique, parce que lorsqu'il parlait du changement comment dirais-je, du visage économique de l'économie africaine, les gens ne croyaient pas. On pensait, quand il disait que le Gabon sera à l'orée de 2025 un pays émergent, les gens l'ont pris pour un fou, les gens l'ont pris pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il disait, parce qu'en Afrique, on n'y croyait pas. Donc le président... Et vous croyez qu'on y croit sur le plan national? Même sur le plan international. Peut-être qu'il y a peut-être encore des gens qui sont dubitatifs. Oui, dubitatifs, effectivement. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence, puisque les faits sont là. Lorsque nous parlons du secteur de l'industrialisation, donc la diversification de l'économie, ce n'est pas aujourd'hui un rêve, c'est une réalité. Vous allez du côté d'un coq, vous voyez des usines de transformation qui se mettent en place. Et même à Mwanda. Mais la question c'est, est-ce que aujourd'hui, parce que quand on regarde le programme pour l'égalité des chances, on parle beaucoup d'emploi, on parle beaucoup de formation, mais est-ce que toutes ces mesures qui ont été mises en sont en faveur des Gabonais? C'est ce que moi aussi je voulais poser, parce que vous êtes au PDG, le PDG a la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre une batterie de textes législatifs pour pallier à toute violation de non-respect de ce programme qui s'est mis en place? Parce que comment on va mesurer que quelqu'un est en train de violer quelque chose qui correspond à la vision du président? Comment on va mesurer ça? Comment on va mesurer que bon là, tel type, il a mis son parent au lieu de mettre quelqu'un qui est compétent? Écoutez, donc, là vous revenez donc de plein pied sur le cinquième axe du plan égalité des chances qui concerne
justement la lutte contre les privilèges. Je vous disais par ailleurs, et donc j'ai l'impression que vous êtes finalement d'accord avec moi pour comprendre que pourquoi c'est maintenant que nous lançons que le président de la République a bien voulu lancer ce programme, parce que je vous ai dit, il fallait qu'il le justifie. Pourquoi il va devoir mettre la pression sur toutes les institutions, notamment le gouvernement en premier, pour que nous puissions arriver à matérialiser justement les axes dont je faisais état tout à l'heure. Parce que si nous ne diversifions pas par exemple notre économie, vous comprenez que nous serons toujours à la merci de la conjoncture internationale. Donc si on doit créer des emplois, aujourd'hui le secteur pétrolier, si vous allez à Port-Gentil, c'est difficile, les sociétés sont en train de licencier parce que justement le prix du baril de pétrole est complètement en chute libre. Donc pour éviter ça, pour que nous ne soyons plus en proie, n'est-ce pas, à la conjoncture internationale, il fallait donc diversifier l'économie. Maintenant, cette diversification, comment on va donc garantir, pour revenir à votre question, l'effectivité de la mise en application. Donc, quand vous voyez la lutte contre donc, les privilèges, il y a une batterie donc, de mesures qui sont prévues de mettre en place, et vous me poserez peut-être la question, mais qu'est-ce qui fera que... qu'est-ce qui empêcherait que les gens reviennent? Voilà. Sur cette question, je vais vous dire que le président de la République, Séné Camarade, vous le connaissez, c'est un homme de conviction. C'est un homme de conviction. Et la preuve, c'est pas des paroles en l'air, puisque la preuve, c'est que ce que je dis sur ce plateau, vous le vérifiez avec ce que j'ai décliné comme programme, comme projet qu'il a mis en place. Ce sont des réalités qui s'imposent à tout le monde. Les faits sont têtus, vous le savez. Donc on peut dire, on peut raconter tout ce que vous voulez, on peut interpréter ce que les gens sont libres de dire. Mais les faits ont la particularité d'être têtus parce qu'ils s'imposent à tout le monde et tout le monde le voit. À partir de ce moment-là, donc le président est déterminé justement à lutter contre les privilèges, et il a commencé, si vous voyez dans l'exercice de son magistère, il s'est mis à dos sa propre famille biologique, il s'est mis à dos sa famille politique, donc le PDG, n'est-ce pas, parce qu'il a dit il faut lutter contre les privilèges, il faut procéder à un changement de mentalité. Est-ce que vous pensez que le PDG est vraiment à l'écoute de cet engagement-là, quand on sait que on regarde un tout petit peu depuis 2009, au-delà de l'investiture, quand le PDG n'a pas su capitaliser l'avenir en confiance, en comment le PSG pour le vendre mieux. Est-ce qu'il ne sera pas de même pour l'égalité des chances? Non, pas du tout, parce que le PDG n'est pas, comment dire, le PDG, comme tous les Gabonais, en train de subir justement ce changement en profondeur. Je vais vous démontrer ça par un fait notoire. En 1990, c'est-à-dire si vous voyez l'image, la physionomie du PDG, c'est-à-dire quels sont les camarades qui animaient, qui étaient aux commandes du Parti démocratique gabonais 1990 à maintenant, vous allez comprendre que c'est le PDG de 1990 qui se retrouve être l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire tous les barons du PDG des années 90 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2009. Voulez-vous dire que ce sont ceux-là qui refusent exactement. Mais le changement non, ils ne refusent pas, ils se mettent à l'écart, ils ne peuvent pas refuser parce que personne ne peut arrêter le changement. Le changement est enclenché, personne, il n'y a aucune structure, parce que c'est ça. En stratégie, lorsque vous initiez une démarche, vous avez des objectifs à atteindre. À ce moment-là, vous analysez les hypothèses de réussite ou d'échec. Et vous prenez des mesures qui s'imposent à vous de manière à ce que, quelles que soient les hypothèses qui arrivent, vous arriverez toujours à atteindre, à réaliser votre objectif. Donc le président de la République est un stratège. Tous les plans qu'il a mis en place vont forcément arriver à terme. Parce que, pour revenir au PDG, la pression en interne qui sont mises en place font que ceux qui ne peuvent pas s'adapter, bien finissent par se briser eux-mêmes. Voyez-vous. Donc c'est la preuve que depuis 1990 jusqu'à maintenant, depuis 2009 jusqu'à maintenant, vous avez enregistré un certain nombre de frustrations pour certains, des départs pour d'autres, parce que simplement ils ne se retrouvent pas dans le nouveau fonctionnement du parti qui est imprimé par la mise en place et l'introduction de ce qu'on appelle la démocratie participative en interne. C'est-à-dire qu'on revient à un système connu de tout le monde. Mais cette formule a été dénoncée par Héritage et Modernité, bien qu'aujourd'hui on parle de dissolution. Mais cette formule, justement, les camarades... ils trouvent qu'il n'y a pas de démocratie participative réellement. C'est le cabinet du distingué camarade qui impose... Donc vous en faites partie.
Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, moi-même, j'ai fait une tournée, n'est-ce pas, récemment dans le Haut-Ogooué, j'ai été un peu partout, dans le Nord, où aujourd'hui, le message porté justement est clair. Le message est clair. Le distingué camarade a pris la décision, et vous savez par ailleurs que c'est un démocrate. Si vous regardez les années 80, 90, c'est lui qui a été à la tête. Être démocrate de façade quand ça l'arrange. Oui, mais je disais tout à l'heure que les faits sont têtus. Parce que le père de la démocratie au Gabon, il s'appelle Ali Bongo Ondimba. C'est lui qui a fait rentrer la plupart des hommes politiques qui militaient dans l'opposition. Pas trop s'avancer? Non, je ne m'avance pas, je le dis et j'assume mes propos. Vous voyez, il est l'un des acteurs principaux du changement du système qui nous a permis de partir plutôt du système de, comment on appelle ça, du parti unique, du monopartisme au multipartisme. Il a été un acteur principal et il n'y a aucun homme politique aujourd'hui vivant qui peut démontrer le contraire parce qu'il a été l'artisan principal de ce changement. Donc à partir de ce moment-là, il a été toujours et il est toujours aujourd'hui le démocrate. Il n'a pas changé. C'est pour cela que je n'ai pas envie de dire les barons, mais on va dire certains, parce qu'on a beaucoup d'anciens. On ne va pas citer les contemporains ici, qui sont contents de se retrouver aujourd'hui dans le PDG, qui militent malgré tout, qui trouvent qu'effectivement, voilà le changement qu'ils attendaient qui arrive. On a même, je vais vous surprendre, des partis qui ne sont même pas dans la plateforme de la majorité présidentielle, qui sont de l'opposition radicale, mais qui se retrouvent dans la façon de faire de l'homme, qui se retrouvent dans le courage politique de l'homme, dans la justesse des décisions qui sont prises, et qui l'encouragent. Et vous ne serez pas surpris de voir que dans le processus ou dans le paysage politique, il y ait aujourd'hui ou d'ici là des ralliements à la cause ou encore à la personnalité de l'homme politique qui incarne aujourd'hui un changement réel. Est-ce que dans le prochain gouvernement du président, cette égalité des chances va être effective? Parce que hier, si on fait une figure, si on utilise des figures de style, on se rendait compte que le président parlait à ses ministres quand il disait vous avez un département, vous nommez vos parents, vous nommez votre famille, et quand le département de l'autre avance, vous vous rendez compte que chez vous, c'est pas bon. Quand on parle comme ça, on parle forcément des ministres. Oui, qui sont issus de vos rangs. On parle, vous savez, la charité ne commence par soi-même, c'est-à-dire que qui aime bien châtie bien. Et c'est la preuve justement, je reviens à dire que le président, malgré le fait justement qu'il est pédagogiste, qu'il est chef d'État, qu'il a un gouvernement, il n'a jamais arrêté de reconnaître les limites ou encore les faiblesses de tel ou tel système ou à quel niveau nous sommes. Il a eu le courage de dire des choses qui étaient normalement dans certains pays devraient avoir été dites par l'opposition. Mais il a dénoncé lorsqu'on a fait par exemple le pacte social. Il y a eu une étude sur justement le niveau ou le degré de pauvreté des Gabonais. Il a fait cet audit-là pour révéler les faiblesses de notre système social. Vous comprenez? Il n'a pas attendu que ce soit l'opposition qui le fasse. Il l'a fait lui-même. Il a pris le risque de dire 4 ans après, sans vos magistères, que nous avons des insuffisances à ce niveau. C'est justement donc quelqu'un qui est honnête, n'est-ce pas, qui fait preuve d'honnêteté politique pour reconnaître les faiblesses de son système et de proposer des solutions concrètes. Donc à partir de ce moment-là, donner les institutions au gouvernement ou encore à tous les autres responsables, que ce soit dans les sphères politiques ou administratives, c'est reconnaître que nous sommes devant un dilemme aujourd'hui. Il faut, si on veut avancer, si on veut que les choses s'améliorent, prendre des changements et des changements, mais qui sont radicaux, qui sont faits en profondeur. Ça, le train est en marche. L'égalité des chances dans l'emploi. On remarque la fonction publique déjà. Les concours de la fonction publique sont à la limite mystiques. C'est publié seulement quand tout le monde a déjà déposé des dossiers. Mystique, et on se rend compte, quand on passe dans les grands départements de la fonction publique, douane, on voit les noms qui sont affichés sur les portes. Vous comprenez donc pourquoi il est nécessaire. On connaît les noms qui sont affichés sur les portes. Où on diffuse le communiqué peut-être 2 semaines après que le concours se soit passé. Voilà, vous comprenez donc la nécessité pour nous tous de lutter contre ce combat. Pour vous, au PDG, quelle est la stratégie que vous comptez mener pour rendre pratique le programme pour l'égalité des chances? Mais l'égalité des chances au niveau du Parti démocratique gabonais, par exemple en ce qui concerne l'accès aux fonctions de nomination ou en fonction d'autorité ou d'investiture dans le parti, c'est le pouvoir qui appartient au peuple, qui est remis au peuple, la décision remise au peuple. Quand je vous parlais de la mise en place réelle et concrète de la démocratie participative en interne, j'ai dit aujourd'hui,
certains camarades, vous comprenez, qui essayent, je dis essayent, de distraire les PDGistes et les Gabonais en général, veulent donner l'impression, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur du PDG. Mais je défie quiconque, moi-même, il n'y a pas que eux aussi, parce que le petit militant aussi a l'impression que le PDG aujourd'hui est devenu un parti élitiste. Non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est clair, même à la limite, pour paraphraser un ancien baron. Non, je suis en train de vous dire que si le PDG d'aujourd'hui était encore celui qui consacrait des privilèges pour certaines classes ou certaines familles, eh bien nous n'enregistrerons pas les gens de départ ou de démission ou de félicitations que nous avons aujourd'hui. La preuve, c'est que ceux qui partent aujourd'hui du PDG ou ceux qui contestent aujourd'hui le fonctionnement du PDG, ce ne sont pas, ils n'ont pas d'éléments concrets. C'est souvent des éléments subjectifs, de plus en plus, sinon très souvent, liés, n'est-ce pas, à leur personne, à leur simple personne. Mais l'intérêt guide l'esprit. Ne l'oubliez pas aussi, c'est ça aussi le rôle des politiciens. Oui, non, quand on est un homme politique, on devient donc un homme public, un homme d'État. À partir de ce moment, nous devons avoir une ambition plus grande que notre seule personne, notre seule famille. C'est ça la dimension à laquelle le président de la République, quand vous voyez dans l'action, dans par exemple ce qu'on appelle le schéma directeur de l'infrastructure, il aurait pu faire comme on a vu dans d'autres pays, j'ai pas envie de citer sur mon regard. Il aurait pu développer sa province natale, donc le Togo, mais sa province d'origine, mais il ne l'a pas fait. Il a démontré que c'était nationaliste en engageant sur le territoire national un certain nombre de chantiers routiers, infrastructurels, industriels et terrestres. Donc vous comprenez la dimension de l'homme. Et c'est ça que certains PDGistes, malheureusement, refusent de comprendre et de s'adapter, n'est-ce pas? Mais comme je vous le disais, personne ne peut arrêter le changement malheureusement. Ceux qui vont s'adapter vont suivre, comme vous disiez, le train est en marche. Et ceux qui ne pourront pas suivre malheureusement. Bon, on est dans Monsieur Bourandjani, c'est un secret pour personne. Nous sommes en plein dans la période des élections. Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux de laisser partir en fait ceux qui ne se reconnaissent pas dans le PDG en ce moment, quand à chaque fois que quelqu'un parle du PDG, on présente ça comme étant une maison où au final plus rien ne va en fait. Est-ce que c'est judicieux? Les rats quittent le navire. Voilà. Est-ce que ça ne va pas vous faire perdre un peu des électeurs? Vous dites bien les rats quittent les navires. Et je comprends pourquoi. Je ne vous le fais pas dire. C'est une histoire de pirate. Hein. C'est une histoire de pirate. C'est toi qui as parlé, c'est pas lui. Je ne vous le fais pas dire. Je comprends pourquoi mademoiselle vous posez la question, est-ce que vous étiez hier au lancement du programme Égalité des chances? Parce que là, elle vient de poser une question, j'allais dire pas la plus importante, mais une question fondamentale. C'est la preuve, encore une fois de plus, du courage politique de l'homme qui n'a pas dans son mode de fonctionnement de l'ambition ou des calculs politiciens que de prendre à quelques mois des élections présidentielles où son fauteuil est mis en jeu, prendre des décisions radicales pour dire que je garde le cap. Parce que vous savez, les réformes, quand vous les apportez dans un dispositif politique, administratif, familial, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire du vélo. Eh bien le vélo, pour que vous restiez en équilibre, il faut continuer à pédaler. Si vous ralentissez le rythme de pédale, eh bien vous allez faire une chute en bicyclette. Oui. Donc pour ne pas faire la chute, le président a décidé de garder le cap. Il l'a fait. Il n'a pas affronté, mais il a mis au défi les réseaux internationaux, les lobbies internationaux, n'est-ce pas, les lobbies internationaux, lorsqu'il a pris, il s'agit de la transformation en profondeur de l'économie, du système économique, du mode opératoire dans l'économie gabonaise. Ça a été difficile, mais pourquoi il le fait? Pour répondre finalement à votre question, c'est parce qu'il compte en définitive sur le peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui est capable de juger la justesse, la profondeur des décisions qui sont les siennes. Parce que ceux qui font le boulot aujourd'hui, dans l'élection, c'est le principe d'une voix, d'un homme, une voix. Donc vous pouvez faire tout le temps plat pour aller à la télévision, à la radio, raconter tout ce que mais sans oublier qu'il y a une cote de popularité quand même derrière. On peut influencer, on peut penser au système de grands électeurs. Quelque part aussi. Non, ça n'existe pas chez nous. Oui, mais dans l'esprit, il n'y a pas d'esprit ça. Tout peut exister, mais il faut le dire. Il faut pas avoir honte de le dire que les Gabonais ne sont pas toujours dupes, comme on dit. On peut tromper une partie du peuple tout le temps.
on ne pourra pas tromper tout le peuple tout le temps. Et il y a une maturité politique qui s'installe au Gabon pour comprendre, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de déclarer que vous êtes opposant, n'est-ce pas, à un système dont vous avez été l'un des principaux artisans pour recouvrir la virginité politique. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, si vous prenez aussi longtemps qu'un tronc d'arbre reste dans l'eau, il ne devient pas pour autant. La repentance existe au moins. La repentance existe, mais elle doit être suivie des faits. Elle doit être suivie des faits. Regardez ces partis politiques qui se naissent, ou ces groupements, puisque on ne peut pas dire des partis, qui se naissent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas à se stabiliser? Pourquoi autant d'éclosions, d'implosions à l'intérieur de ces groupuscules? Parce que justement, les gens ont des intérêts divergents, personnalisés. Vous comprenez? Parce qu'aucun parti aujourd'hui n'a la longévité, n'est-ce pas, du PDG du Parti démocratique gabonais, mais qui a quand même bénéficié d'une situation particulière, parti unique pendant 20 ans. Vous comprenez qu'il y a eu quand même la possibilité de s'asseoir sur le plan national. On ne peut pas... Vous parlez du parti unique comme si c'était forcément... vous savez que dans tout système politique, il y a des avantages comme des inconvénients. Si vous revenez à l'histoire contemporaine ou encore l'histoire de tous les peuples ou toutes les grandes démocraties, on est parti d'une étape à une autre. Et on ne doit pas avoir honte d'avoir à une époque passé par cette étape. Au contraire, on doit s'en féliciter. À partir de ce moment aujourd'hui, la question qu'on doit poser au PDG, c'est celle qui, le questionnement, c'est celui de construire une logique selon laquelle comment nous allons justement aider le président donc du parti, le distingué camarade président, à faire en sorte que les mesures ou le cap qu'il a fixé, nous puissions l'atteindre. Voilà la bonne question. Les hiérarques du parti qui sont assis à l'Assemblée nationale sont prêts pour ce changement, pour mettre en place l'égalité des chances sur le plan légal, parce que comment on va mesurer l'égalité des chances à l'université quand les professeurs sont les maîtres, l'alpha et l'oméga de l'université, parce que comment on va faire l'égalité des chances dans la fonction publique quand on sait qu'il y a des gens qui sont là en haut, qui ne bougent pas, qui nomment leurs enfants? On a des agents publics qui font 4 ans, 5 ans sans être intégrés. Comment vous faites bien de soulever ces limites, ces limites de notre société. Et c'est pour cela que le plan que le président lance aujourd'hui de lutter contre ces privilèges est important. Parce que vous savez, le phénomène de l'échec scolaire, mais il est dû, je n'ai pas envie de jeter la lanterne sur le corps professoral ou l'administration. Le feu président Omar Bongo avait déjà dit ça, que ce sont les mêmes enfants que vous enseignez depuis le CP1, le lycée, et quand ils arrivent à l'université, vous dites qu'ils ne sont plus bons. Tout à fait. Mais moi, sur le plan pédagogique... Sur le plan pédagogique, si vous êtes un enseignant, si vous êtes donc censé de transmettre des connaissances et que des enfants régulièrement admis à ce niveau-là ne suivent pas, ne comprennent pas, il faut d'abord que vous posez la question, parce qu'en fait, quand vous évaluez des enfants, en fait, vous évaluez vous-même. C'est ça que les enseignants doivent comprendre, que si dans ma classe, à la moyenne, en fin d'année, il y a 5 élèves sur les 30 qui sont admis, il faut d'abord, la première question, c'est de savoir si dans notre façon, dans notre méthodologie de transmission de savoir, nous avons été à la hauteur, parce que, comment dirais-je, on ne peut pas dire que des enfants ne sont pas à niveau, dans la mesure où ils sont régulièrement admis dans une classe, donc ils sont censés avoir des aptitudes pour pouvoir comprendre ce que vous transmettez. Maintenant, le problème, c'est vous. Est-ce que vous, en tant que formateur, est-ce que vous avez le profil? Est-ce que vous avez la méthodologie? C'est cela la question. Donc, pour dire ceci, pour dire que pour revenir sur ce que vous dites, on a parlé de l'éducation, l'un des axes de l'éducation et la formation. Très bien. Donc, par rapport à cet acte-là, il y a une batterie de mesures qui sont prises, n'est-ce pas, pour renforcer, n'est-ce pas, la protection de l'enfant, de l'apprenant, de l'étudiant, de manière à ce qu'il ne soit pas sujet, justement, comment dire. Est-ce que c'est pas là aussi le problème, parce que on met les batteries sur l'enfant, sur l'étudiant, alors qu'on oublie que le système éducatif c'est un tout. On a vu les états généraux de l'éducation et de la formation de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Le rapport qui est sorti de là a fait certaines recommandations qui jusqu'aujourd'hui ne trouvent pas de matérialisation sur le terrain. Est-ce que le Parti démocratique gabonais, avec ses élus à l'Assemblée nationale, essaie quand même d'interroger souvent le gouvernement qui est issu de ses rangs sur ces questions-là, sur la capacité à remodeler le système éducatif, à offrir de meilleures perspectives en ce qui concerne l'investissement dans l'éducation? Mais je pense que sur cette question, vous pouvez quand même remarquer, puisque nous vivons tous au Gabon,
le jeu politique s'est agi aujourd'hui, a démontré que le Parti démocratique gabonais, avec le jeu constitutionnel des institutions, s'est comporté, puisque nous avons une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes sans ignorer, vous avez vécu, n'est-ce pas, les tensions qui existaient du moins entre cette institution et le gouvernement, notamment en matière d'interpellation. On avait cru à un moment donné que c'était plus l'Assemblée nationale, pas forcément monocolore, mais à majorité pédégiste. On a vu la rigueur avec laquelle, n'est-ce pas, les députés pédégistes ont pris. Non, justement, elle convainc, puisque vous le dites, le plus grand groupe, je vous le dis, le plus grand groupe politique au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le PDG. Oui. C'est le PDG. À partir de ce moment-là, si ce groupe-là met en mal le gouvernement qui est issu du PDG, n'est-ce pas, cela veut dire que c'est vraiment des démocrates. C'est qu'il faut comprendre. Certains aspects, sur la question de l'éducation. Sur la question de l'éducation, on a toujours... Mais sur la question de l'éducation... Les enseignants font des grèves depuis pratiquement 4 ou 5 ans, même avant 2009. Mais sur les mêmes problématiques, les salles de classe, les nouveaux établissements, on dit il y a eu... Vous avez oublié. On peut dire qu'il y a eu construction. Vous avez oublié de dire que l'une des raisons aussi, je dis même pas l'une des raisons, la raison principale des grèves des enseignants, c'est les salaires. Mais vous avez oublié qu'il y a eu une augmentation des salaires dans l'enseignement. Non, pour la pauvreté. C'est-à-dire que auquel cas il fallait choisir son métier. Si on des salaires, vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas allusion. Vous comprenez, par rapport aux étudiants, les avantages qu'il y a eu, par exemple, le système de bourses, d'attribution de bourses a été quand même amélioré. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. C'est à tous les niveaux. Maintenant, au niveau des infrastructures à l'UEB, où aujourd'hui la voirie pratiquement de l'UEB ressemble à un champ de guerre. Est-ce qu'il y a eu une interpellation du PDG sur la question? Très bien, vous comprenez justement que le développement qui est un processus, n'est-ce pas, qui est un processus, et vous comprenez pourquoi à chaque étape, n'est-ce pas, le président, le distingué camarade président, met des stratégies ou encore met des programmes ou des projets en place pour pouvoir non seulement peut-être corriger, mais aller de l'avant. Ce qui est certain, au niveau des infrastructures, au niveau de l'UEB, vous ne pouvez pas non plus comparer 2009 à maintenant. Des changements qui sont opérés du point de vue structurel à l'UEB ne sont pas du tout négligeables. D'accord? Donc il y a une progression qui se fait à un rythme peut-être lent. C'est normal que les Gabonaises et les Gabonais attendent plus. Et le président le reconnaît toujours. De savoir quand même, ça devait aller plus vite. Ça va aller plus vite, je peux vous le rassurer. Parce qu'avec le lancement du dernier pilier, justement, vous nous demandiez si c'était pas imprudent de lancer et de s'attaquer aux privilèges à quelques mois des élections. C'est la preuve justement que nous avons un choix à faire. Le choix, c'est celui de développer le pays, de changer en profondeur la mentalité de la société gabonaise. Parce qu'il faut changer... comment dirais-je, de paradigme. Il faut vraiment partir d'un paradigme à un autre. La facilité pour installer aujourd'hui la méritocratie, c'est-à-dire la capacité et la méritocratie, c'est pas le fait d'avoir des grands diplômes. C'est pas le fait de... Non, la méritocratie, c'est le fait que lorsque vous sollicitez un poste de responsabilité ou d'exécution, mais vous avez la conscience professionnelle, vous avez ensuite la capacité, donc la compétence de faire bien ce que vous faites. Est-ce que finalement on ne peut pas dire que le chef d'État s'est inspiré de l'opposition de l'époque? Non, pas du tout. De l'époque, attendez, de l'époque, lorsqu'on parlait d'un homme, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais c'est pas l'opposition qui l'a toujours dit. Le feu président Omar Bongo le disait. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, n'est-ce pas? Changer de mentalité. Je veux dire qu'on n'invente pas le monde. Ce qui est différent, c'est la capacité à faire, à transformer le monde. Et Ali Bongo agit sur le système du monde, du Gabon, agit sur les mentalités, agit sur les comportements. C'est ça. Il invente, on va pas lui donner lui accorder le crédit de dire qu'il invente de nouveaux concepts, il invente des choses qui... Quand il parle de l'émergence, ce n'est pas le premier au monde à parler de l'émergence, vous comprenez? Mais il est précurseur, n'est-ce pas, dans le fait d'avoir fait croire aux Africains, pas croire, mais plutôt prendre conscience aux Africains qu'un pays africain aussi, fut-il de l'Afrique centrale, peut devenir un pays émergent. Aujourd'hui, on parle d'émergence au Cameroun, on parle d'émergence en Guinée équatoriale ou au Congo. On a vu une vitesse sur le plan des infrastructures qui a été prise au niveau de l'Afrique, mais c'est parti du Gabon. Nous avons été, Ali Bongo Ondimba a été le premier à faire prendre donc conscience aux Africains qui sont capables de transformer le monde. Merci monsieur Syriac d'avoir répondu. Question importante. Je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir. Il a des obligations professionnelles. Je reste disponible. Il a des obligations professionnelles. Merci monsieur Syriac
Warren Kami, c'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans le studio d'Urban FM. Pour rappeler que vous êtes directeur adjoint du cabinet politique du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, qui n'est autre que le président de la République, Ali Bongo Ondimba. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Merci. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.